Sortie de crise. Sortie de crise est une émission digitale qui a pour vocation de réunir et d'interroger les acteurs de l'économie suisse. Avec nous aujourd'hui, Mehdi Zemmour, entrepreneur, serial entrepreneur. Bonjour Mehdi. Salut Tariq, bonjour. Tu as commencé en 2012 à entreprendre avec le lancement de Kit, qui est une marque de vêtements. Tu as pu enregistrer un succès, je dirais, à échelle locale. Toi qui es en Suisse romande et qui est à Fribourg. En 2014, tu as pu, je dirais, lire, te documenter sur les rumeurs d'Apple concernant l'Apple Watch et tu y perçois un changement, je dirais, d'attitude et de mode de consommation radical. Et c'est pour ça qu'en 2015, tu lances Glitty. Et donc, Glitty, c'est des covers en bois de haute qualité pour les ordinateurs. On connaît un peu les coques pour iPhone. Toi, tu as pu les adapter. On parle de ça en 2015, hein, de covers pour les ordinateurs. Tu as rencontré un vif succès avec des milliers de ventes sur les plus de 65 pays. Et succès basé sur une stratégie digitale solide et un branding performant. C'est une entreprise que tu as revendue en 2017 et en parallèle à tes startups, tu as aussi eu l'occasion, je dirais, d'avoir des aventures plus corporate, je dirais. Donc, tu as été dans les deux mondes, le monde des startups et le monde, je dirais, corporate. Tu es passé de fonctions un peu plus généralistes à des fonctions de spécialistes et aussi tu es passé sur des industries, je dirais, clés comme les télécoms où tu as été co-dirigeant du département performance au sein de l'équipe marketing digital de Swisscom et Head of Product pour une startup zurichoise. Donc voilà, ça t'a permis, je dirais, de mêler à la fois des industries qui sont un peu vieilles de plusieurs siècles, on va dire, pour certaines d'entre elles, et en C'est même juste. temps cette partie un peu plus de startup. Donc c'est très intéressant de t'avoir aujourd'hui parce que tu as un avis assez tranché, je dirais, où tu es assez convaincu du fait de ton expérience, à la fois dans les volets corporate et de startup que tu connais bien. Tout ça pour souligner peut-être ta dernière expérience qui est encore en cours avec Mel River. Donc, Mel River est une entreprise qui est à mi-chemin entre un incubateur d'idées et une agence spécialiste du e-commerce et du branding pour les marques dans le secteur de la mode, du lifestyle et des SaaS, donc Startup as a Service, c'est ça? C'est juste. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tu l'as lancé à ton retour de Los Angeles où tu as tenté une expérience entrepreneuriale là-bas. Tu en as tiré les leçons, je dirais, dans le sens où tu as entrepris, ça t'a appris aussi peut-être les tendances ou les modes de consommation, les modes d'utilisation, le digital, notamment aux États-Unis. Tu en reviens, je dirais, un peu plus fort, même si ça a été quand même relativement court en termes de temps passé. Mais tu as aussi voilà, une mentalité sur le digital qu'on va pouvoir aborder juste après en parlant un tout petit peu plus de Mail River. Mais tu as un ADN bien à toi, qui est un ADN, je dirais, qui est un peu plus dans un état d'esprit globalisé, mais tout en pensant local. Et je pense que voilà, aujourd'hui, dans ton état d'esprit, il n'y a pas forcément de contradiction, il y a plus de complémentarité et puis on va pouvoir aborder ces sujets-là sous une grande thématique qui est le futur du travail. Excellent. Je me réjouis d'en aborder. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc l'idée, comme on a pu l'évoquer dans les précédentes émissions, c'est de pouvoir parler à la fois de cette crise qu'on traverse, cette crise du coronavirus, mais pas seulement. C'est vraiment de parler d'entrepreneuriat, de parler aussi de solutions concrètes, de mentalité, d'essayer de partager un maximum d'informations qui puissent être utiles à d'autres entrepreneurs.
Et donc, on va vraiment travailler sur 4 différents leviers. Le premier concerne tout ce qui est gestion de la trésorerie, gestion des finances d'une entreprise. Le deuxième, il s'agit plus du leadership des RH et du management. Et dans ton cas, c'est très particulier puisque MailRiver est une entreprise qui est 100% remote avec des talents qui sont partout dans le monde, qui sont connectés, où justement le télétravail, entre guillemets, n'existe pas comme quelque chose de nouveau, mais qui est fondamentalement dans les racines de MailRiver. Et on reviendra peut-être sur ça. Le troisième niveau, c'est le niveau opérationnel. C'est finalement, est-ce que les services ont changé? Est-ce que vous êtes concentré sur un type de service? Comment est-ce que la demande répond? Et finalement, le dernier point, le quatrième, c'est les vecteurs de solidarité. Solidarité tant au niveau étatique, quelles aides? Est-ce qu'elles ont été efficaces? Est-ce que on t'a répondu assez rapidement? Et de l'autre côté, c'est entre entrepreneurs ou sur le web, est-ce qu'il existe des ressources, des outils qui peuvent être, je dirais, intéressants pour d'autres entrepreneurs ou d'autres acteurs de l'économie suisse? Donc, voici pour l'aparté. Et maintenant, donc, à ton tour, l'idée, c'est simplement que tu puisses déjà présenter ce qu'est MailRiver, son ADN, sa culture et également ton état d'esprit d'entrepreneur. Super. Ben, merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission, Tariq. C'est un plaisir de pouvoir partager mon expérience. MailRiver, comme tu l'as introduit tout à l'heure, c'est une entreprise qui est à mi-chemin entre une agence de communication classique qui offre des services à d'autres entreprises et une sorte d'incubateur où j'ai la possibilité de réaliser ou en tout cas de mettre en place mes idées. Comme tu l'as dit pour Kid, qui était ma première marque de t-shirt que j'ai fondée avec deux autres partenaires, et puis Glitty. Le but, c'est de pouvoir avoir des projets à l'interne et d'avoir une seule et même équipe solide dont les compétences peuvent être partagées sur ces différents projets. Et ensuite, on est encore dans l'idée de pouvoir ensuite balancer pour avoir une sorte pour avoir en fait finalement plus de nos ressources qui sont centrées sur nos propres projets que les projets externes envers les clients. Et tout ça, ça va être le but de pouvoir balancer correctement les choses et puis d'avoir un bon équilibre dans les prochaines années qui arrivent. Voilà pour l'introduction à MailRiver. Ok, très bien. Je pense que c'est très intéressant dans le sens où ce que tu évoques, je dirais un insight, en tout cas une solution, un insight assez prononcé sur le marché. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets qu'ils aimeraient pouvoir incuber et qui malheureusement n'ont pas forcément la possibilité. On a tendance dans les agences de communication ou de conseil de travailler pour les sujets des clients en délivrant à 200% avec des rythmes qui sont relativement effrénés. Et on a tendance aussi à perdre un peu sa créativité au fur et à mesure et d'utiliser plus ou moins les mêmes frameworks, les mêmes Exactement. méthodes. Je pense que voilà, dans ton état d'esprit, dans l'état d'esprit de MailRiver, c'est vraiment essayer de concilier les deux parties, c'est de pouvoir aussi avoir des projets qu'on incube sur lesquels on a cette possibilité de faire du test and learn et en même temps de cultiver un peu des nouveaux réseaux, des nouvelles idées et puis aussi d'éprouver des méthodologies qui sont nouvelles, qui peuvent être appliquées dans le cadre des clients. Exactement, Tariq. Et pour rebondir sur ça, en fait, c'est vraiment ce principe d'éponge où l'éponge absorbe et puis ensuite elle regorge plus d'eau. Et finalement, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est ce dont je me suis rendu compte dans les dernières années, c'est que en étant exécutant pour certaines entreprises et puis en exécutant certaines responsabilités, en prenant certaines responsabilités, dans cette phase d'exécution, on est à même de pouvoir voilà, développer et apporter à cette entreprise tout un tas de services. Mais au bout d'un moment, les ressources desquelles on regorge finissent par ne plus être à jour par rapport au monde dans lequel on vit, surtout dans le monde digital où tout évolue tellement vite. Et il était nécessaire que je trouve un moyen de pouvoir exécuter pour ces entreprises tout en continuant à avoir cette éponge qui continue à puiser de l'eau dans des ressources. Et le fait qu'on puisse avoir ces projets, c'est là où on peut faire des crash tests finalement. On peut prendre des risques importants, tester de nouvelles méthodes, tester des choses pour lesquelles on devrait passer des semaines à convaincre un client qu'il accepte peut-être d'aller dans cette direction-là. Là, on peut le faire directement
c'est moi qui donne l'approbation à mes équipes. Et puis, si ça fonctionne, on peut prendre ces learnings et puis les appliquer directement chez le client sans pour autant voilà, utiliser des ressources de son côté. Donc, c'est là où il y a la plus-value vraiment. Dans le monde du consulting, que ce soit en transformation digitale et en change management, ce sont deux sujets en tout cas qui sont très complémentaires. On a tendance justement à parler d'entreprises apprenantes, des entreprises où on arrive par des expériences ou des rencontres à trouver justement de nouveaux leviers et de pouvoir faire en sorte que les différents collaborateurs puissent avoir cette capacité de donner un input aussi et de prendre, je dirais, une part plus importante dans les décisions de l'entreprise. De ce que je note, c'est vraiment dans cette dynamique dans laquelle je dirais, tu t'ancres. Il y a un point qui est essentiel, je pense, c'est cette grosse thématique du futur du travail. Euh, pour toi, ce n'est pas le futur, c'est déjà le travail actuel avec ces méthodologies-là. Et je pense que ce serait intéressant de revenir sur ces différents sujets parce qu'il y a vraiment plusieurs points. Et le premier que je note, c'est euh, un individu doit cultiver sa singularité en dehors de l'entreprise ou dans l'entreprise. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on arrive à avoir un réel impact, tout simplement parce que les lignes aujourd'hui ne sont plus aussi claires qu'auparavant. Il y a une nouvelle manière d'apprendre, il y a des nouvelles compétences, il y a aussi des nouveaux métiers qui émergent. Et forcément, si on est assez aligné avec soi-même, on a aussi cette capacité de pouvoir apporter aussi cet impact dans une entreprise et donc aussi sa personnalité, sa singularité. Ça, c'est le premier point. Le second point, on revient aussi sur cette manière de travailler. C'est aussi de laisser la liberté aux gens, les laisser s'épanouir et surtout faire en sorte qu'ils puissent être autonomes, indépendants et qu'ils puissent justement se focaliser sur leurs forces. Et là, on revient sur cette notion que tu as chez toi, dans ton entreprise en tout cas, de remote, Mhm. voilà, de personnes qui travaillent 100% avec toi, mais qui sont dans le monde entier, certains qui sont aux États-Unis, certains qui sont en Afrique du Sud, certains qui sont en Asie, et qui chacun ont leur spécificité et te Mhm. permettent justement de travailler sur des projets pluridisciplinaires, mais tout en cultivant, une intelligence et deux, vraiment une capacité d'avoir un impact et de générer un impact positif pour les différents clients. Complètement, exactement. Donc, comme tu viens de l'introduire, effectivement, j'ai des équipes qui sont un peu partout dans le monde. On est actuellement 19, hein, donc c'est 19 talents. C'est pas des, ouais, je les nomme talents aussi sur le site internet. Donc, c'est pas des personnes qui sont réellement employées par l'entreprise. C'est ce qu'on peut appeler des freelancers. Donc, ils sont aucunement rattachés à mon entité. On a des contrats qui nous lient et puis qui stipulent bien évidemment certaines clauses. Classique, donc entre une relation business et puis personnelle. Et par rapport à ce que tu énonces, je pense que ce qui est encore important, c'est de comprendre que tout ce que tu as énoncé, c'est des répercussions pour moi d'une chose qui est encore plus importante, qui est le fait que ces personnes, ces talents, comme je les appelle, en fait, j'ai pu observer ça dans les dernières années. Les personnes qui avaient des compétences spécifiques, qui ont des compétences pardon, spécifiques, se faisaient de plus en plus rares dans le milieu des agences. Il était de plus en plus difficile de pouvoir finalement internaliser ces ressources en tant qu'agence pour pouvoir proposer des services, que ce soit par exemple des designers, des développeurs. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces personnes se sont justement mis à leur compte, donc ils se sont retirés des agences précédentes pour lesquelles ils travaillaient à 100% en tant qu'employés, pour finalement avoir toujours les mêmes relations, toujours travailler avec les mêmes personnes, mais simplement depuis plus loin, puisque la seule et unique ressource qu'ils ont besoin, c'est Internet et un ordinateur suffisamment performant, pour finalement exercer les mêmes activités à des tarifs qui sont parfois plus élevés que ce qu'ils proposaient avant. Ils se sont simplement, à mon avis, rendus compte de ce qu'ils avaient entre les mains, ce qui est bien, à mon avis, c'est positif, et ça leur a donné la possibilité de finalement prendre une sorte de pouvoir plus important et puis finalement prendre possession de leur vie, on va dire, activement ou proactivement, plutôt qu'être passif et puis être employé. Et au lieu de me battre contre ça, c'est-à-dire au lieu de me dire, OK, je vais encore mettre plus de ressources, plus de temps pour essayer de trouver des personnes que je pourrais avoir en interne et puis fortifier une équipe, construire quelque chose de solide ici à Fribourg, je me suis dit, OK, on va partir de cette constatation et on va en tirer tout le bénéfice possible. Donc, au lieu d'essayer de trouver des personnes qui me matchent, j'essaye de m'adapter à ces talents qui sont
existants qui sont de Los Angeles à l'Asie, comme tu l'as énoncé avant, et qui peuvent avoir voilà, leur mode de fonctionnement spécifique. Certains travaillent 4 heures par jour, certains travaillent 10 heures par jour. Tout dépend en fait finalement comment ils veulent structurer leur travail. Certains, on a une seule et unique communication par semaine, un appel, où on vérifie si le travail a été exécuté correctement ou non. Pour d'autres, c'est un constant papotage sur Slack. Donc finalement, je m'adapte vraiment à toutes ces personnes et leur personnalité pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et qu'ils aient leur terrain de jeu parfaitement lisse pour qu'ils puissent exécuter la meilleure prestation possible et faire vraiment du mieux qu'ils peuvent. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est finalement de retourner un petit peu la balle et puis pas d'essayer de trouver quelqu'un qui nous correspond, mais plutôt d'adapter ce qui est déjà existant au sein de mon entreprise pour que ces personnes puissent exécuter du mieux possible. Justement, comment est-ce qu'on arrive à structurer ce type de relation puisqu'en fait, il y a une adaptation de ta part sur chaque talent et sur chaque méthodologie. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un dénominateur commun avec peut-être une méthodologie ou un socle de méthodologie commune, une fondation ou un socle de fondation en commun. Comment est-ce que tu arrives à gérer ce point-là? Alors, on a un contrat qui s'est forgé, adapté au fil du temps, qui a évolué et qui match et qui offre beaucoup d'avantages aux freelancers, mais qui nous garantit aussi certaines nécessités, puisque nous, de notre côté, on prend bien évidemment des responsabilités avec nos clients et on s'engage sur certaines diagonales. Donc, voilà, ce contrat, c'est vraiment le cœur. Donc, pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir établir une relation avec ces personnes, on signe tout d'abord ce contrat qui nous garantit notamment que la personne ne peut pas tout d'un coup se désengager d'un projet pour lequel elle s'est engagée, qui nous garantit également les tarifs. Et puis, ce que j'ai pu remarquer pour me concentrer sur un point spécifique, c'est la valeur temps. Parce que voilà, beaucoup d'entreprises facturent leur temps. Donc, on a notamment, je ne sais pas, 8 heures de développement qui sont nécessaires pour un projet, ben on va facturer 8 heures à peu importe le montant en fonction de l'agence. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tous ces talents qui ont pris connaissance finalement de leurs compétences ne facturent plus leur temps, mais plutôt une prestation ou en tout cas une prestation journalière. Donc, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir un mandat en 4 heures ou 8 heures. Euh, Ils vont se donner pas forcément la peine de s'engager temporellement avec moi et avec MailRiver, mais plutôt sur une prestation et un aboutissant. Donc, s'il y a en l'occurrence un site e-commerce à réaliser, c'est le mandat e-commerce qui doit être réalisé, bien évidemment avec une deadline, mais la façon dont ils vont organiser leur temps pour pouvoir aboutir à ce résultat avec cette deadline, c'est eux qui s'organisent, c'est eux qui sont responsables et c'est vraiment basé sur de la confiance finalement. Ce que je comprends bien, c'est que toi, en amont, tu structures un maximum les différents projets avec les différents tenants et les aboutissants concernant les différentes timelines, enfin, avec un planning, etc. En leur disant, voilà, moi, dans 2 semaines, j'aimerais ce travail-là. Et si tu le reçois avant, tant mieux. Mais tu essaies d'organiser ce point-là. Comment est-ce que, avec tes clients, tu permets d'avoir ce côté de personnalisation, d'attention quotidienne que beaucoup d'agences ont, et c'est pour cette raison aussi qu'ils internalisent beaucoup avec justement des employés qui sont plus ou moins spécialisés et qui sont souvent en clientèle justement pour essayer de répondre à ce service qu'on appelle à la fois aujourd'hui holistique et sur mesure. Mhm. Comment est-ce que tu arrives à garder ces promesses au centre de ta valeur, de ta value proposition? Alors, on a une dimension qu'on ne peut pas offrir, c'est la proximité. C'est cet aspect voilà, d'être une agence, par exemple, fribourgeoise pour un client fribourgeois. Ça, on ne peut pas le faire, mais par contre, on arrive à avoir de la personnalisation beaucoup plus approfondie. Je te donne un exemple. Donc, je ne pars pas du principe, voilà, on ne parle pas d'une agence qui a 80 employés qui peut répartir ses designers en fonction des projets spécifiques, mais une agence qui a en l'occurrence, je ne sais pas, 5, 6, 10 employés. Ils vont avoir 2 ou 3 designers qui ont leur cœur de métier et leurs compétences spécifiques. Moi, ce que je vais pouvoir faire avec mes 19 freelancers, c'est me dire, OK, voilà, cette personne, elle a un goût particulier pour tout ce qui est fashion, justement, tout ce qui est mode ou tout ce qui est site lifestyle. Et j'ai un autre designer qui va plus être branché sur tout ce qui est joaillerie, horlogerie, etc. Et ben, je vais pouvoir les répartir spécifiquement pour un besoin d'un client, ce qui n'est pas possible de faire quand on a une seule et unique ressource. Donc, ça veut dire que je vais travailler avec beaucoup plus de personnes, beaucoup moins longtemps. Ce n'est pas une relation qui est sur du long terme,
ou en tout cas, ce n'est pas une relation qui est sur du long terme constamment, on va dire. C'est sur des moments spécifiques qu'on va travailler ensemble, mais ça permet d'avoir la bonne personne qui a cette compétence spécifique qui va être liée pour ce client dans ce domaine. Voilà. C'est très intéressant parce il y a vraiment une notion d'agilité, parce que c'est quand même un peu un jeu d'équilibriste, on va dire, même il est bien structuré. Je pense que maintenant, il y a quand même des habitudes et des mécanismes qui sont huilés, on va dire. Euh, Mhm. de l'autre côté, de ce que je comprends, c'est vraiment avoir cette capacité de répondre à une demande de manière extrêmement spécifique en recherchant l'impact, non pas vis-à-vis d'un vivier qu'on a déjà en interne et qui s'occupe finalement de A à Z, de projets de A à Z qui peuvent être complètement différents, mais toujours avec la même patte, mais plutôt d'aller chercher vraiment pour le client des ressources qui sont extrêmement spécifiques, que cela concerne le marketing de performance, le design, le développement, l'interaction, etc. Je pense que c'est une réelle valeur ajoutée. Il y a un point que j'aimerais aborder avant de venir un peu sur les quatre piliers que j'avais cités en début. C'est vraiment ce côté remote. Aujourd'hui, on parle du télétravail. Et il y a des enjeux qui Mhm. sont vraiment monstres, notamment sur la partie RH et management. C'est finalement, on a adapté des réseaux IT et adapté l'infrastructure informatique pour que les gens puissent travailler de chez eux. On a massivement eu un switch avec l'utilisation des outils de productivité et de communication. Et là, aujourd'hui, la majorité des entreprises sont en train de se poser la question, et peu importe la taille, comment est-ce qu'on arrive à ramener les employés à travailler au bureau après ce qu'ils aient travaillé en fait en télétravail? Est-ce que le télétravail va, je dirais, s'accentuer? Est-ce que les gens pourront commencer à travailler 2 jours, 3 jours par semaine peut-être de chez eux? On se pose la question de est-ce qu'il y a besoin aussi de moins de contact qu'avant? Euh, il y a ces sujets qui sont quand même relativement intéressants à aborder. Bon, je pense qu'on l'abordera aussi avec d'autres experts dans le cadre d'autres émissions spécifiques au télétravail et puis au management. Mais Mhm. de mon côté, et nous concernant aujourd'hui, j'aimerais vraiment avoir ton avis sur le remote. C'est pas quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs années en arrière, on parlait de Yahoo qui commençait à faire ça. Mais toi, dans ton ADN, tu l'as utilisé à 200%. Donc, j'aimerais juste avoir ton avis déjà sur la situation télétravail, pas télétravail, et en quoi, en fait, le remote est quelque chose qui est en soi une nouvelle norme. Si ça l'est, pourquoi? Mhm. Je pense que c'est étroitement lié, encore une fois, au désir de ses talents ou de ses employés. À mon avis, il ne faut pas aller à l'encontre de ce que les personnes ont comme envie finalement au fond d'elles-mêmes. Et il faut plutôt épouser ça. Et puis, c'est en mettant les personnes dans le meilleur environnement possible pour qu'elles puissent évoluer qu'on obtient les meilleurs résultats en les rendant heureuses finalement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer, comme je l'ai énoncé avant, chez tous ces talents. C'est ce désir de pouvoir être indépendant, de un, et puis d'avoir la possibilité de travailler de n'importe où et d'être vraiment libre. Et ça, pour conséquence, de devoir travailler à distance et de ne pas pouvoir travailler avec eux de façon proche. Donc, si je devais te dire ce que j'en pense, vraiment, toute la boîte est structurée en remote. J'ai jamais eu un problème, entre guillemets, important en effectuant ça. Et ça s'est fait de manière très naturelle, j'ai envie de te dire. Donc, ouais, je sais pas si tu as une question spécifique à ce niveau-là, mais c'est vraiment comme ça que je le perçois en tout cas. Non, je vois, ça revient à ce qu'on a pu dire il y a quelques minutes en arrière. C'est vraiment d'essayer de comprendre la singularité, la force de chaque personne et de faire en sorte qu'elle Mhm, puisse je dirais, apporter leur valeur, leur personnalité dans un projet qui est spécifique et sur lequel il y a plusieurs acteurs. Mais ça demande quand même d'avoir une vision extrêmement claire, une roadmap extrêmement claire. On sait que dans beaucoup mhm, d'entreprises, on a tendance à changer notre fusil d'épaule en fonction justement des différents scénarios, de la réaction du marché. Donc ça, c'est un point mhm, qui est très important. Mais de ce que je comprends, c'est vraiment s'entourer de personnes qui peuvent nous ressembler tant au niveau des valeurs, tant au niveau d'une singularité qui leur est propre. C'est mhm, avoir su développer en fait sa propre manière de faire. Et je pense que
des plateformes comme Upwork ou des plateformes d'intermédiation, je dirais, où il y a beaucoup de freelance, etc., montrent qu'il y a l'émergence justement de talents qui sont de plus en plus indépendants et qui sont de plus en plus spécialisés et qui peuvent répondre justement à des projets qui sont, là encore, qui peuvent être englobés. Mais en tout cas, c'est des personnes qui, dans la majorité, ont eu des expériences corporate, donc ils savent ce que sont les grosses machines et comment est-ce que ça fonctionne. Et en même temps, ils ont cette approche un peu lean, donc startup, où ils ont la possibilité d'innover tout en continuant justement à faire un peu du test and learn avec les différentes parties prenantes. Donc je pense que c'est l'émergence d'un nouveau, aussi d'un nouveau, pas d'un nouveau courant, parce que euh, disons que c'est juste une génération qui est en train de grandir avec des outils et puis une manière de travailler qui est nouvelle. Et C'est ça. effectivement, enfin, je pense qu'une organisation aujourd'hui, elle a besoin d'employés. C'est juste de reconsidérer la place de l'employé dans le cadre de l'organisation. On n'est plus uniquement dans un travail fini à la chaîne, etc. On a besoin d'avoir du sens. On a besoin de Mhm. trouver, entre guillemets, sa propre vocation qu'on va pouvoir forger au fur et à mesure. Est-ce que c'est Mhm. ça? C'est complètement ça, effectivement. Top. Merci beaucoup pour cette introduction un peu sur. Ça a été assez long, mais je pense que c'est un sujet qui est très riche. Et puis, on est sur un format vraiment de conversation. Euh, L'idée maintenant, c'est vraiment de revenir sur les quatre différents points que j'ai pu citer. Donc, vraiment la gestion de la trésorerie et les finances, l'aspect RH, leadership et management, l'aspect opérationnel et le dernier aspect, justement, qui regroupe plus la solidarité et le collectif. Donc, Mhm. sur le premier point, forcément, comme toutes les entreprises, j'imagine que tu n'as pas échappé à cette fonte un peu de la trésorerie et puis parfois aussi cette chute de la demande. Qu'en est-il? Comment est-ce que tu as réussi à quand même essayer de gérer ta trésorerie? Alors effectivement, on n'y a pas non plus échappé, hein. Malgré le fait qu'on est dans le secteur du e-commerce, et puis on peut se dire que voilà, selon les statistiques, il y a un gros boom. Mm. Ça concentre un minimum d'acteurs et puis sur des diagonales bien spécifiques dans certains secteurs. Donc on a bien évidemment été également touché par ça. La façon dont on a été impacté dans nos trésoreries, bien évidemment, c'est assez important. Maintenant, j'espère pouvoir dire avec une certaine certitude que c'est un moment spécifique durant cette année où on va être touché et puis que la demande d'un côté et puis bien évidemment nos trésoreries vont pouvoir rebondir euh, dans les prochaines semaines ou espérons les prochains jours même. Alors, dans l'immédiat, quand il y a eu la crise, que ça a touché de plein fouet un peu tous les acteurs économiques, comment est-ce que toi, tu as pu, je dirais, t'adapter? Est-ce que tu as réduit tes charges variables? Est-ce que tu as essayé vraiment de réduire ta voilure, on va dire, pour être un Mmh. petit peu plus flexible et léger, même si vous avez une organisation qui est hyper agile? Mmh. Alors, encore un des avantages de travailler avec des talents et en plus de ça en remote, c'est que lorsqu'il n'y a pas de demande, de mon côté, j'ai pas forcément de charges, enfin mes charges variables sont drastiquement diminuées oui, également. Au niveau des charges fixes, c'est très bas dans mon cas, étant donné que je travaille. Alors, j'ai un bureau pour moi-même, mais je ne paye pas les bureaux à mes talents dans le monde. Donc, finalement, c'est une relation qui est extrêmement liée à la responsabilité également de leur côté. Donc, ils ont une prestation qui est, je paye à la prestation, on va dire, beaucoup plus que ce qu'une entreprise paierait en internalisant les ressources, mais Mhm. ça inclut le fait qu'ils doivent s'auto-responsabiliser dans le cas où il n'y a pas une demande et que je ne peux pas leur fournir du travail. Donc, c'est là où ça devient aussi intéressant du point de vue de l'entreprise, c'est que dans ce genre de configuration où on a une demande rabaisser des trésoreries qui sont plus basses, on a une conséquence qui n'est pas, enfin, on a des responsabilités qui ne sont pas à tenir de ce côté-là. Par contre, en revanche, là où j'aimerais quand même rebondir, euh, on peut penser voilà, que c'est un mode ubérisé où on voit tous ces conducteurs de Uber ou de taxi sans travail et qui ont, voilà, ils sont pas employés de Uber, du coup, ils n'ont pas le droit à des prestations de chômage, etc. Je pense que le futur du travail va évoluer d'une manière où chacun va devoir s'auto-responsabiliser, peut-être se mettre voilà, il y a auto-entrepreneur en France et il y a également réseau individuel en Suisse. Je pense qu'on va devoir adopter de nouvelles formes
voilà, pour pouvoir en fait mettre un, un cadre autour de son activité de freelancer, parce qu'à mon avis, ça va s'étendre de plus en plus à à une grosse partie de la population. Et cela impliquera qu'on pourra avoir le droit au chômage partiel ou au chômage tout simple, tout en étant employé par soi-même finalement. Parce qu'on peut souscrire à des assurances et parce qu'on peut souscrire à certaines choses qui vont nous garantir ça. C'est très Et puis, intéressant ce que tu dis, parce que, comme tu le sais, il y a eu cette grosse polémique concernant justement les indépendants et les dirigeants avec les mesures voilà. fédérales où finalement ça a été capé, enfin, le soutien, je dirais, ce filet un peu de sécurité, finalement, il était capé dans des moments aussi, enfin, dans des conditions, je dirais, assez particulières. Je vais apporter un peu plus de détails, mais si on était dirigeant salarié d'une entreprise, donc par exemple un directeur général qui était aussi Mhm. propriétaire de l'entreprise, versus un salarié qui était à la tête de l'entreprise en tant que directeur, par exemple, donc dirigeant, on n'avait pas du tout le même filet. Et donc ça recouvrait Complètement. aussi cette notion de un peu de deux poids, deux mesures, Mhm. qui a quand même choqué en fait tout le tissu, je dirais, économique suisse. Et je pense qu'on revient là-dessus. On parle souvent de la gig économie. Ça fait longtemps qu'on en parle de cette Mhm. gig économie, la prolifération, comme tu le dis, des freelances, des personnes indépendantes, où justement il n'y a pas véritablement de structure à part entière, où il y a 10, 20, 30, 40 employés, mais plus cette capacité en tant que personne de garder cette agilité, plutôt de choisir ses projets et essayer de travailler justement avec des personnes par rapport à ce qu'on sait faire. Donc, ouais, je te rejoins totalement et puis merci de l'avoir soulevé. Concernant la finance et la trésorerie, de ce que j'entends de ton côté, c'était l'ADN de ton entreprise fait en sorte que de toute façon tu es agile, ce qui fait que tu n'as pas forcément une logique de travail en flux tendu annuel avec chacun de tes clients, mais plutôt des mandats ou des missions qui peuvent être de 3 mois, 6 mois, parfois Mhm. un peu plus longtemps, mais je veux dire concernant un sujet spécifique. Mhm. Euh, et c'est vraiment un accompagnement qui est libre. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as très peu de charges salariales, tu as une masse, enfin, des charges fixes, je dirais, qui sont relativement basses, ce qui te permet de pouvoir te réorienter comme tu peux le désirer. Et puis surtout, il y a un second point, je pense, qui est très intéressant, c'est de pouvoir aussi te renouveler en fonction de la demande. Mhm. Puisque, je veux dire, tu n'es pas comme certaines entreprises qui proposent des services clés en main et qui n'ont pas autre chose. Je pense que toi, ta force de ton côté, c'est vraiment euh, d'aller chercher, de décrypter des tendances, des choses comme ça, de toujours Mhm. être alerte par rapport au marché, de faire du test and learn et ensuite de pouvoir Mhm. adapter en fonction de l'évolution du marché. Donc là, on est vraiment de ton côté chez River sur une structure qui est 100% agile, qui est très flexible, avec un noyau dur, donc une Mhm. fondation qui est censée tenir la baraque, comme on dit. Mais de l'autre côté, vraiment cette capacité d'orchestration et de flexibilité Mhm. qui est quand même relativement importante. Oui, complètement. Mais par contre, la crise a quand même révélé un point important, c'est le fait que malgré le fait qu'on soit très agile et qu'on ait la capacité de s'adapter à tout ça, on offre du service pour nos clients, hein. Je parle vraiment spécifiquement du côté agence. Et j'ai pu voir quand même qu'il fallait solidifier notre offre et pouvoir proposer finalement s'étendre sur encore un autre secteur qui ne soit pas forcément, alors c'est aussi du service, mais qui puisse finalement quand même nous permettre d'avoir un maillon de plus à notre toile, entre guillemets, pour pouvoir sécuriser le tout. Donc, ce qu'on a fait, et une des décisions importantes qui a été prise pendant cette crise, c'est de développer un nouveau volet de prestations qui soit plus orienté sur, voilà, pour faire un parallèle, quand on crée un site e-commerce, ce qu'on fait actuellement, c'est une solution 100% customisée, où on va avoir un designer, un développeur, un copywriter, enfin tous les aspects différents qu'on peut avoir sur le développement d'un site e-commerce qui vont se pencher sur le cas spécifique du client et créer une solution 100% personnalisée. Là, ce qu'on va offrir en deuxième type de prestation, c'est des thèmes donc des thèmes que les entrepreneurs pourront acheter. Ça vise un tout autre type de client. C'est pas forcément pour des PME ou des grosses entreprises qu'on peut viser actuellement, mais plus pour des entrepreneurs qui veulent lancer leur propre marque. Et puis, on va créer une solution de thème qui sera vendue directement
le theme store de Shopify. Et ça va nous permettre d'avoir un revenu mensuel qui soit garanti et stable pour pouvoir offrir à l'entreprise des liquidités d'une autre source dans le cas où il y aurait un problème avec toutes les prestations qu'on offre dans l'agence. Donc, il y a aussi une logique de diversification et surtout de création Complètement. d'un produit qui peut être scalable et qui n'est pas uniquement dépendant justement d'un one-off. C'est plutôt de se dire, finalement, on a travaillé sur X nombre de sujets. Sur ces X nombre de sujets, il y en a peut-être 3 qui reviennent de manière régulière. Pourquoi pas essayer Exactement. de les vendre en marque blanche finalement. Exactement. En fait, on se nourrit. Encore une fois, c'est se nourrir de ce qu'on a des deux côtés. Donc, c'est une idée qui est émergée du côté incubation. Voilà, donc plus entreprendre quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes en tant qu'entreprise, mais par rapport aux besoins spécifiques qu'on observe chez nos clients en tant qu'agence. Et puis après, ben voilà, on change de cap, on change de casquette au fur et à mesure, et puis on en crée une solution qui soit viable et puis qui puisse répondre à un vrai besoin. Ok, super, merci. On va passer à la partie RH, leadership et management. On en a déjà plus ou moins parlé avec tout Mhm, l'aspect remote. On a rapidement parlé de l'aspect contractuel, etc. Mais quand la crise a touché l'économie et donc forcément aussi les talents avec qui tu travailles, quelle a été la réaction? Comment est-ce que tu as réussi à manager ça? Quel type de dialogue il y a eu? Quel type mhm. d'interrogation il y a eu? Et finalement, en termes de leadership, comment est-ce que tu as orienté ton bateau et comment est-ce que tu as réussi à aussi fédérer pour que chacun, entre guillemets, se serre les coudes et puisse entrevoir, je dirais, un avenir qui est un peu moins sombre que ce qui était quand c'était la première semaine de crise où tout le monde paniquait. Hmm. Très bonne question. C'est là où je pense que ça fait complètement la différence entre ce qui est un freelance contractuel où on le prend pour une prestation, puis après on le jette, entre guillemets, ce que certaines entreprises font. Et puis, donc là, ce qui s'est instauré, c'est qu'en percevant cette crise qui était à l'échelle mondiale, on l'a eu juste après l'Asie. Pour les personnes qui étaient employées aux États-Unis, elles l'ont pas tout de suite ressenti. Et je travaille quand même avec 5 personnes sur les 19 qui sont situées sur le territoire ou le continent américain. Ce que j'ai fait, c'est essayer d'anticiper ce qui pouvait se passer de leur côté, en essayant de communiquer à toutes mes troupes le fait qu'on allait traverser une crise qui allait probablement toucher l'ensemble des ressources, autant bien de leur côté que de notre côté, en leur annonçant qu'il y aurait probablement des diminutions de mandats pour les semaines à venir. Et ce que j'ai également entrepris, c'est de faire des prépaiements de certains des freelancers qui étaient touchés, principalement en Asie, donc c'était plutôt là-bas, ou dans des pays où il y a eu une forte implication, notamment l'Italie, où on a une personne qui travaille sur place. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pour les mandats en cours, j'ai fait, voilà, c'est pas ce qui se passe généralement au niveau des paiements. On a des paiements qui sont échelonnés en fonction de certaines diagonales par rapport à des freelancers. Là, ce que j'ai fait, c'est des prépaiements. Donc, on a payé, on a libéré des versements avec de l'avance. Donc, j'ai pris plus de risques de mon côté, mais c'est un moyen pour moi de fédérer tout le monde et puis de montrer mon intérêt réel pour la personne et de montrer que j'ai envie de m'entretenir sur une relation long terme avec ces gens et que c'est pas juste des personnes où voilà, on a un contrat et ça se termine, ça va pas plus loin que là. Donc voilà. Je comprends tout à fait. Je pense pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment un paradigme ou une manière de penser qui est complètement liée à des valeurs de confiance, de collectif, d'inclusion. Donc, c'est vraiment essayer non pas de percevoir quelqu'un qui travaille pour toi comme un fournisseur ou bien je dirais, quelqu'un sur lequel il y a une subordination, mais plutôt d'avoir vraiment Mhm. cette logique d'égal à égal et puis c'est de travailler Exactement. se soutenir de par aussi, au-delà de la confiance, la réciprocité, la solidarité, le sens du collectif. Donc, je pense que c'est assez intéressant et comme tu le dis, je pense que au-delà d'une logique win-win, c'est plutôt un cercle vertueux entre le donner, recevoir et rendre. Exactement. Exactement. C'est ça. C'est très bien clarifié. Ouais. Sur la partie bon, RH, leadership et management, je pense que j'ai quelques questions là que je suis en train de lire sur le chômage partiel, technique, etc. Là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Au contraire, on est plus dans création de solidarité. Et c'est justement d'entrevoir les choses. De ce que tu as dit et de ce que j'ai noté, c'est vraiment l'anticipation aussi. Donc, c'est Mhm. d'être alerte au marché et avoir cette capacité de pouvoir décrypter ou percevoir les signaux faibles pour pouvoir anticiper. Mhm. Ça, je pense que c'est aussi propre aux entreprises qui sont très agiles et très flexibles. Euh,
Il y a l'autre point opérationnel qu'on a déjà plus ou moins abordé également. C'est vraiment, est-ce que vous vous êtes réinventé? Est-ce que vous avez changé vos services? Et puis, comment est-ce que vous êtes en train de repenser vos services pour une après-crise? Alors, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, c'est vraiment cette diversification pardon, des services. Donc, on va développer ce volet thème qui va nous permettre d'avoir un revenu fixe mensuel et de pouvoir garantir une autre source de revenus et de pouvoir également en fait décharger mes équipes qui sont vraiment 100% côté agence, prestation de services pour des clients et puis leur permettre de pouvoir finalement exprimer leur créativité d'une manière différente sur ces thèmes. Donc ça va être la décision clé qui a été prise pendant la crise et qui va être exécutée au long des prochaines semaines, voire des prochains mois, étant donné que c'est un travail quand même d'envergure. Donc ça, c'est la décision la plus importante. Sinon, on ne va pas modifier nos prestations de services e-commerce. À ce niveau-là, je pense qu'elles sont solides. Je pense que ça ne sert à rien de paniquer et que la demande va revenir. Donc maintenant, c'est une histoire d'être patient et de se concentrer plus sur nos projets internes, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, le volet incubation, étant donné qu'on a encore quand même des ressources financières existantes. Je suis en train de shifter pas mal de mes ressources pour qu'elles puissent se concentrer sur ces projets internes et puis qu'on puisse lancer tout ça dans les prochaines semaines. Ok, très bien. Euh, on parle justement d'une sortie de crise, mais là encore, cette sortie de crise, elle est mêlée aussi à une profonde austérité qui est censée justement passer 2020-2021. On a des entreprises qui se sont endettées pour essayer de survivre. Euh, donc, il y a une vraie prise de conscience sur une potentielle baisse de la demande. Euh, Mhm. et je pense qu'effectivement, sur des solutions comme celles que tu proposes, en tout cas cette nouvelle décision que tu as prise d'essayer de plutôt essayer de mutualiser, capitaliser sur, enfin c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est vraiment sur le travail qui a été effectué, de Mhm. pouvoir récupérer certaines parties et faire en sorte de pouvoir les utiliser ou du moins les mettre à disposition d'un plus large public. C'est en tout cas la manière que tu as d'aborder en fait cette crise et cette après-crise avec sous fond d'austérité, on va dire, même si on ne l'espère pas, mais c'est un scénario qui est en train de se dessiner gentiment. Euh, on a aussi parlé de plus ou moins de ce dernier point de solidarité. Euh, mais sur les aspects de solidarité, j'aimerais quand même avoir ton avis concernant le rôle de la Confédération. Euh, Est-ce que tu as trouvé que les mesures étaient assez complètes? Est-ce que ça a été fait assez rapidement? Euh, je pense que c'est difficile de juger ça. Je ne suis pas en politique, mais par rapport à, de mon point de vue et de la façon dont j'ai pu récupérer ces informations et les vivre, je pense que c'était déjà des décisions réfléchies, ce qui est le propre même de notre système politique, où on a ces 7 leaders qui prennent des décisions trop lentes ou pas assez extrêmes. Sur le côté extrême, on peut débattre, mais sur la lenteur, je pense que c'est vraiment le fort même de notre système. Et je pense que les décisions, finalement, si on regarde avec un petit peu de recul, on n'a pas encore le recul suffisant pour pouvoir tout juger, mais si on regarde avec un peu de recul sur les dernières semaines, je pense que les décisions ont porté leurs fruits et que finalement, elles ont été, en tout cas, globalement positives. Malheureusement, il y a toujours des perdants. Ou en tout cas des personnes qui sont désavantagées. C'est le cas des personnes que tu as énoncées tout à l'heure, les personnes qui sont entrepreneurs et qui ont un statut administratif spécifique, qui n'ont pas eu d'aide immédiate, mais qui vont pouvoir maintenant bénéficier grâce à l'annonce qui a été faite ce jeudi. Donc, je ne sais pas exactement quand est-ce que l'émission sera diffusée, mais voilà, en fonction des aides qui ont été réintroduites pour ces personnes-là, peut-être que finalement, elles pourront aussi être aidées. Voilà, donc plutôt globalement positif. Au niveau des aides que moi-même dont lesquelles j'ai pu bénéficier, j'ai eu droit au chômage partiel. Et étant donné que mes ressources ne sont pas en Suisse, elles ont elles-mêmes eu le droit en majorité à des aides financières du pays dans lequel elles séjournent. D'accord, très bien. Et deux dernières questions. La première concerne les outils et les ressources que tu consultes ou que tu peux consulter qui peuvent aider d'autres personnes. On sait que, par exemple, il y a des groupes Slack concernant des conseils sur la gestion de trésorerie. On a
d'autres vidéos réalisées par des experts ou même des fois des youtubeurs qui sont utiles dans le cadre justement de cette gestion. Est-ce que tu as des outils ou des ressources à partager peut-être avec d'autres entrepreneurs ou d'autres acteurs économiques suisses qui pourraient leur servir? Spécifiquement sur la gestion des trésoreries. Pas forcément, peu importe le sujet. D'accord. Alors, ma source d'inspiration générale et qui m'a fortement orienté sur cet aspect remote, peut-être il y a déjà quelques années, c'est Product Hunt. C'est un site que je consulte très fréquemment. C'est finalement un micmac de tout ce qui peut se passer dans le secteur des startups, que ce soit en SaaS, en produits physiques, dans tous les secteurs confondus. Et c'est généralement une plateforme qui expose quand même pas mal la région, on va dire, San Francisco, tout ce qui est voilà, le cœur Silicon Valley. Mais il y a vraiment des personnes de n'importe où dans le monde qui peuvent partager leurs propres produits. On l'utilise aussi nous-mêmes en interne pour pouvoir faire de la promotion du côté incubation. Et c'est vraiment une ressource qui regorge de plein d'aspects. Parfois aussi gestion financière. Il y a des podcasts qui sont partagés, plein de ressources super intéressantes. Donc, je recommanderais de façon générale ce site-là, Product Hunt, pour s'informer. Et puis, Très bien. voilà. Deuxième et dernière question. Oui. Si tu avais des conseils aux acteurs économiques suisses ou aux entrepreneurs, quels seraient-ils? Alors, un conseil que je vais appliquer premièrement pour moi déjà, c'est de mieux anticiper une potentielle crise. On sait que la dernière, elle était en 2008. Voilà, ça fait gentiment 10 ans qu'on arrive dans une période qui était prospère économiquement. Je pense qu'il faut qu'on puisse anticiper tout ça et puis juste faire des réserves. Et je pense qu'il y a bien moins de gens qu'on pense qui font des réserves, que ce soit au niveau de leur entreprise ou au niveau de leur personne elle-même. Donc, le premier conseil que j'appliquerai moi-même, c'est simplement d'anticiper tout ça en faisant des réserves financières plus importantes. On n'en a jamais assez. Et puis, c'est ce qui peut nous permettre d'être vraiment serein et traverser ce genre de période sans prendre de décisions extrêmes qu'on pourrait regretter par la suite ou bien de devoir voilà, shifter le business model trop drastiquement et de ne pas pouvoir retourner dans une prospérité qu'on a expériencée avant la crise. Et voilà, ça Et serait un conseil que… concernant ta projection future, en tout cas l'évolution du marché, l'évolution des tendances, tu penses qu'il y aurait quel type de tendance à noter qui va vraiment prendre de plus en plus d'importance, à ton sens? Tout le sujet de cette conversation où on a beaucoup énoncé le remote, je pense que certaines personnes vont y prendre goût pendant cette période et vont finalement se rendre compte que travailler depuis la maison ou travailler en tout cas à distance de ses collègues n'est pas si différent de travailler juste à côté d'eux et que ça offre certains avantages. Certaines personnes vont être intéressées par ça, d'autres pas. C'est normal, chacun est différent. Mais à mon avis, les personnes qui sont intéressées vont quand même représenter un pourcentage important. Et je pense que les grosses entreprises qui contiennent ce genre de personnes vont devoir adapter leur politique de travail et offrir, comme tu l'as énoncé éventuellement, la possibilité à leurs employés une manière plus flexible de travailler et que ce soit plus quelque chose d'original et d'exceptionnel qu'on offre parfois sur demande, mais plus quelque chose qui devient normal. Et tout ça, ça va faire découler tout un tas d'acteurs qui vont pouvoir offrir des services autour de ça. À mon avis, on parle de coworking space, il y aura peut-être des cafés dans lesquels on peut travailler, parce que beaucoup de personnes n'aiment pas travailler depuis la maison. Il faut bien faire la différence entre le télétravail, donc à la maison, et le remote, c'est-à-dire ne pas être tout près de ses collègues. À mon avis, c'est deux dimensions qui sont bien différentes et qu'on confond souvent. Donc, par exemple, on peut imaginer, j'ai certaines personnes avec qui je travaille, des freelances, qui détestent travailler depuis la maison, mais qui travaillent en remote quand même. Donc, elles vont toujours dans ce même café qui représente peut-être leur place de travail, mais ils n'ont pas de collègues autour d'eux. Donc, c'est quand même du travail remote. Et je pense qu'il y a tout un tas de services qui va se développer autour de ça. Ok, très bien. Merci beaucoup, Mehdi, pour ta participation et ce partage d'expérience qui est très franc et très direct. Je te remercie beaucoup pour la qualité de l'échange. Et puis, je pense sincèrement que ce que tu as dit va pouvoir aider certains entrepreneurs et puis certains acteurs de l'économie suisse.